En ce début de printemps, à Tel Aviv, il y a dans l'air comme un parfum de Festival de Cannes. Mais sur cette croisette-là, pas question de parler cinéma. L'ordre du jour, c'est plutôt la marijuana. Bienvenue à la Canatech, le grand salon international du cannabis médical. Dans les allées, on trouve toutes sortes de technologies. Comme par exemple, cette machine à séparer les composants, ou ces inhalateurs pour absorber sans fumer. Il y a aussi des huiles, des gélules. Et entre deux échanges de cartes de visite, on peut découvrir ce drôle d'igloo qui crache et qui sert entre autres à fabriquer de la poudre de cannabis. Ça, les gars, c'est de la poudre de cannabis soluble dans l'eau. Et sur la terrasse, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous faire servir une glace au parfum cannabis, bien sûr. C'est un parfum assez doux. À la tête de cet événement pas tout à fait comme les autres, il y a Saul Kaye, qui ne quittera pas sa kippa Canatech pendant toute la durée du salon. Je vous demande d'accueillir Saul. Bonjour, bienvenue à la Canatech de Tel Aviv. En quelques années, il est devenu une sorte de pape du cannabis médical. Un secteur en plein essor. Pourquoi on organise la Canatech? C'est juste pour rencontrer les gens les plus influents dans le monde du cannabis. C'est maintenant une révolution mondiale. Et juste sur le plan de l'économie, un simple chiffre. Au Colorado, le gouvernement a touché 500 millions de dollars de taxes en 2017. Est-ce qu'il y a des législateurs dans la salle? Écoutez bien, nous on vous dit qu'on veut le faire, et on est en train de le faire. Mais est-ce qu'on peut vous payer pour le faire? Juste dites oui. Un rien provocateur, le directeur. Mais il faut savoir qu'il y a moins de 3 ans, la Canatech se déroulait sous de vieux hangars poussiéreux. Aujourd'hui, le ticket d'entrée est à 1 500 $ et plus de 40 pays y participent. Saul Kaye enchaîne les interviews avec la presse du monde entier. Et il ne faut pas le pousser beaucoup pour l'entendre dire qu'Israël, en matière de cannabis médical, est devenu la nouvelle terre promise. Les choses avancent un peu partout, et Israël est un peu au centre de tout ça. On a eu les meilleurs chercheurs, on a eu des subventions du gouvernement, et il n'y a pas autant de préjugés sur la question qu'ailleurs. Il y en a encore énormément, c'est sûr, mais bien moins qu'en France, par exemple. Donc nous avons pu entreprendre des choses qui en ont entraîné d'autres. Et tout cela nous positionne en quelque sorte au centre du monde. Parmi les visiteurs, il y a Mike Gorenstein. Avec son sac à dos et son t-shirt, il n'a pas forcément l'air d'un PDG, mais ce businessman venu spécialement du Canada est à la tête de Chronos. Hey, comment ça va? Sa société, spécialisée cannabis, est cotée en bourse et pèse plusieurs millions de dollars. Comment ça se passe? On entend plein de belles choses sur vous. Quel genre de produit vous avez maintenant? Des comprimés. C'est ce qui se vend le plus. En fait, tout le monde en prend. Comme beaucoup d'autres entreprises canadiennes et américaines, Mike et sa société ont récemment décidé d'investir dans la production en Israël. Quand on regarde les États-Unis et le Canada, d'un point de vue, on va dire, historique, on s'aperçoit que les gens qui sont dans l'industrie du cannabis viennent du marché noir. Ce sont plutôt des hippies. Ce n'est pas tout à fait le profil Harvard. Quand vous venez ici, vous ne vous retrouvez pas avec des gens du marché noir et des dealers. Vous êtes avec des professeurs, des chercheurs. Et dans les conférences, les intervenants ont tous fait des recherches sur des souris, il y a des spécialistes en cancérologie, ils ont tous des profils universitaires. À l'issue des 2 jours de Canatech, les VIP auront droit à un petit tour d'Israël, histoire de découvrir les technologies de pointe et les nouveaux secteurs de recherche. Il y a tant de choses à voir. Cela fait un peu plus de 10 ans que la marijuana thérapeutique est autorisée en Israël. Des dizaines de milliers de patients sont officiellement soignés au cannabis. La production ne cesse de se développer et le marché ces 3 dernières années a connu une croissance de plus de 70%. L'État a investi plusieurs dizaines de millions de dollars dans la recherche et le pays est aujourd'hui considéré comme le leader scientifique mondial.
Tout a commencé à Jérusalem, à l'université hébraïque. Dans les années 60, un chimiste israélien, le professeur Raphaël Mechoulam, a découvert les différents composants du cannabis, comme le cannabidiol et le THC. Ce composant, c'est le THC. C'est le composant psychoactif. On a publié cette découverte en 1964. C'était il y a un petit moment. Dans mes publications, les premières années, je remerciais toujours la police de nous avoir procuré du cannabis. Je n'ai jamais vu personne d'autre remercier la police dans une publication scientifique, mais bon. À partir de ce hashish, fourni par la police, nous avons isolé beaucoup de composants. Et nous avons publié la formule chimique et le profil pharmacologique du THC et d'un autre composant appelé le cannabidiol. Il y en a beaucoup dans le cannabis, mais ce n'est ni toxique ni psychoactif. Et ce composant a de nombreuses vertus médicales. Au cours de sa carrière, le professeur Mechoulam a publié plus de 300 articles scientifiques. Il fut aussi l'un des premiers à révéler que le cannabis pouvait traiter des maladies graves. Nous avons travaillé, par exemple, sur l'épilepsie, il y a presque 30 ans. Et nous avons trouvé, en faisant des recherches sur les souris, que le cannabidiol a des résultats formidables pour soigner l'épilepsie. Nous en avons donné à des patients sur lesquels plus rien ne faisait effet. Et ça a très bien marché. La moitié des patients ne faisaient plus de crise. D'autres, presque plus. Mais malheureusement, personne n'a pris cette publication en compte pendant plus de 25 ans. Quelques années plus tard, tout de même, à la suite du professeur Mechoulam, d'autres chercheurs ont démontré que le cannabis avait des effets positifs sur des maladies telles que l'épilepsie, l'autisme, Parkinson et beaucoup d'autres encore. Aujourd'hui en Israël, plus de 30 000 patients sont autorisés à se soigner avec du cannabis médical. À Tel Aviv, voici le centre de distribution de Tikkun Olam, la première entreprise israélienne à avoir produit et distribué du cannabis. Pour pouvoir y entrer, il faut présenter une autorisation délivrée par un médecin agréé par l'État. Des dizaines de malades s'y succèdent à longueur de journée, des patients de tous âges, même des retraités, comme cette professeure d'anthropologie qui vient aujourd'hui chercher le traitement antidouleur de son mari atteint de cancer. Pendant toutes ces années où j'étais professeur d'anthropologie de la médecine, j'ai vu tellement de gens à qui le cannabis faisait un bien fou. Et je ne voudrais pas qu'ils soient obligés d'aller se fournir dans la rue. C'est tellement bien de venir ici. C'est une vraie expérience. Mayam Weisberg a commencé ici comme bénévole il y a plus de 10 ans. Elle était convaincue dès les premières heures des bienfaits du cannabis sur la santé. Depuis, la jeune femme est devenue porte-parole de Tikkun Olam. Elle aime à montrer que sa société a tout prévu pour le confort des patients. On propose à nos patients de l'herbe qu'on fait pousser dans nos propres serres. Et nous avons au moins 18 variétés différentes. Mais certaines personnes ne peuvent pas fumer ou même vapoter l'herbe pure. Alors on leur propose de la prendre sous forme de gélule. Là, vous avez des composants pour une gélule de 80 mg. Pour les personnes âgées et même pour les autres patients, c'est juste une pilule de plus qu'ils peuvent prendre avec celle qu'ils prennent déjà tous les jours. C'est moins impressionnant pour eux. Ces huiles-là sont proposées surtout en pédiatrie, pour les enfants. Surtout ceux qui sont atteints d'épilepsie et d'autisme. L'autre raison pour laquelle on a proposé ces huiles, au moins au tout début, c'était pour permettre aux patients d'en prendre pendant Shabbat. Quand c'est Shabbat, on ne peut pas fumer parce qu'on n'a pas le droit d'allumer du feu. Le centre, ce jour-là, accueille Yael, une patiente de 23 ans.
Il me faudrait de l'érès à 3% et une autre à 15%. Tous les mois, on lui fournit ainsi de l'herbe et de l'huile de cannabis. C'est un énorme soulagement. Si je n'avais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Si j'arrive à tenir debout et à vous parler, c'est uniquement grâce à ça. Sinon, je serais chez moi dans mon lit. Yael est atteinte d'endométriose et de fibromyalgie, deux maladies chroniques extrêmement douloureuses. Bonsoir. Bonsoir Mayael. Je suis allée à Tikkun Olam et j'ai pu en avoir plus. 40 grammes cette fois-ci. De l'herbe et de l'huile. Super. Je prends de l'huile de cannabis 3 fois par jour. Je préfère l'huile parce que je ne fumais pas avant. Donc c'est mieux et surtout l'effet est plus fort et il dure plus longtemps. Mais il faut quand même entre 30 minutes et 1 heure avant que ça fasse effet. Alors en cas d'extrême urgence, je fume aussi. Avec l'endométriose, la douleur est pire encore pendant les règles. À chaque fois que j'avais mes règles, j'allais à l'hôpital, en ambulance. Je hurlais de douleur. Et ça durait 1 semaine ou plus. C'était le pire, mais le reste du mois, je souffrais beaucoup également. Et avec ma fibromyalgie, je n'arrivais pas à dormir, mais pas du tout quoi. Ou alors peut-être 3 heures par nuit, pas plus. Et ça n'a pas duré juste quelques jours, ça a duré pendant des années. Je n'arrivais même plus à sortir du lit. Mon corps était devenu si faible. Et l'endométriose s'est répandue jusque dans mes intestins et ailleurs. Je ne pouvais plus rien faire. J'ai arrêté mes études, j'ai arrêté mon travail, je travaillais pour la télé. Oh, c'était vraiment horrible. Hier, les douleurs étaient vraiment hyper fortes. Alors j'ai pris plus d'huile et ça m'a vraiment fait du bien. Au début, elle m'a demandé de lui rouler des joints. Alors je l'ai fait. Mais bon, j'ai appris en regardant des tutoriels sur YouTube. C'est évident que le cannabis n'est pas agressif pour Yael, contrairement aux antidouleurs. C'est la solution qu'elle a trouvée. C'est son choix. C'est une femme indépendante et mon rôle de père, c'est de respecter ça. Maintenant, avec l'huile de cannabis, je sais que je ne risque plus de hurler de douleur, sans rien pour me soulager. L'hôpital, l'ambulance, encore et encore, tout ça c'est fini. Je sais de façon certaine, maintenant, que j'ai une solution ici à la maison. En Israël, la situation géopolitique, les tensions, les affrontements ne cessent de créer de nouveaux traumatismes. 720 000 personnes sont atteintes du syndrome de stress post-traumatique. C'est presque 1 personne sur 10. Un des moyens d'atténuer les effets de cette maladie mentale est de recourir au cannabis. Lidor est un ancien combattant de l'armée israélienne. Il a été blessé il y a 12 ans dans une attaque à la frontière du Sud-Liban. J'étais en bas, à la base, avec mon unité. Et le Hezbollah a tiré une roquette. Un éclat est entré dans ma gorge, ici. Et puis il a déchiré mes poumons. Et puis est remonté jusqu'à l'épaule. J'ai perdu 2,5 litres de sang.
Ça, c'est moi, à l'armée. Ça, c'est un des éclats de l'obus qui a failli me tuer. Ils m'ont recousu l'œsophage et la trachée. Je ne pouvais pas respirer normalement. Je respirais par la trachée. Je n'ai pas pu parler pendant 2 ans. Je ne pouvais pas me nourrir par la bouche. Après tout ça, ce trauma, ces choses que j'ai vues, ce que j'ai vécu, ça te reste dans la tête. Et tu as besoin de quelque chose pour évacuer tout ça. Si je prends des pilules le matin au réveil, je sens que c'est pas bon pour moi. Et puis, de toute façon, je peux pas les avaler, toutes ces pilules, à cause de mes problèmes d'œsophage. Alors quand je me réveille, je m'allume un joint. Et ça va tout de suite mieux. Je ressens moins le stress et les effets post-traumatiques. Et avant l'armée, vous fumiez des joints? Non, rien du tout. Depuis qu'un médecin lui a prescrit du cannabis, Lidor a retrouvé le sommeil. Il a aussi retrouvé le goût de vivre et l'appétit, lui qui avait perdu plus de 20 kilos. J'ai promis à Dieu que si un jour je m'en sortais et que j'arrivais à manger de nouveau, alors je prierai toute ma vie, tous les jours. C'est notre accord. Mais alors, prière, religion et cannabis sont-ils vraiment compatibles? La question fait débat en Israël. Certains religieux y sont totalement opposés. Ce n'est pas le cas du grand rabbin Zelmanovitch. Ce spécialiste de l'addiction et de la Torah a écrit un livre sur le vin, les drogues et la religion. Pour lui, le cannabis récréatif n'est pas cachère. Mais pour ce qui est du médical, là, aucun problème. Il y a dans la Torah le commandement Vechai Bahem. Il précise que l'homme ne doit pas souffrir, l'homme ne doit pas être triste, il doit être bien. Et le religieux, Rashbam, dit que si vous avez tout essayé, tous les médicaments, et s'il n'y a pas d'autre alternative, alors vous pouvez recourir à certaines substances, même si elles vous rendent dépendant. Mieux vaut être dépendant que souffrir. Ma sœur a souffert pendant longtemps, 2 ans. Ils ont attendu pour l'opérer. Je l'ai autorisée à prendre ses médicaments, alors elle a pris du cannabis. Et elle s'est sentie mieux, elle n'a plus souffert. Ce n'est pas permis de prendre un médicament sans l'aval d'un médecin. Ces produits peuvent faire du bien à certaines personnes, mais ils peuvent également être nocifs pour les autres. Et c'est aussi pour cela qu'il faut une prescription d'un médecin pour avoir accès au cannabis. C'est lui qui détermine quel dosage et quelle fréquence, si ça peut soulager ou non, en fonction de l'état de santé du patient. Dans ce cadre-là, alors oui, c'est permis. Cachère ou non, de nombreuses entreprises ont senti l'intérêt de ce green rush façon cannabis. Il y a même parmi elles des kibboutz, ces fermes collectives d'inspiration socialiste. Ran Ferdman est en charge de la production agricole du kibboutz Ruhama, dans le Nord Negev. Ici, on produit du blé, de l'orge, du persil, bref, tout ce qu'il y a de plus classique en agriculture. Je vérifie que la machine les coupe suffisamment haut et qu'elle laisse les brins jaunes derrière.
Si on en retrouve dans les sacs, ce n'est pas bon pour la présentation. Ici, le rêve socialiste des pionniers du siècle dernier a survécu face à la mondialisation, tant bien que mal. Comme dans beaucoup de kibboutz, les fins de mois sont parfois difficiles. Le problème pour les kibboutz, c'est d'arriver à préparer le futur. Il faut s'adapter au XXIe siècle, au capitalisme. Il faut faire face et trouver de nouveaux moyens de s'en sortir. Et c'est pour cela qu'on doit s'entourer des bonnes personnes pour nous accompagner vers l'avenir, dans les meilleures conditions. Il y a 2 ans, le kibboutz s'est offert les services de nouveaux partenaires. David Gabé, le directeur à gauche, s'est associé à Noam Shehanovsky, un chercheur biologiste. Ensemble, ils ont décidé de construire pour produire du cannabis et ils voient les choses en grand. Ce que vous voyez là, ça va devenir notre centre de recherche, de production et de conditionnement. Là, ça sera l'entrée. La production qui est là-bas, on va l'installer ici? Oui, et plein d'autres choses. C'est une alliance entre le passé et l'avenir. Le passé ici au kibbutz, c'est le savoir-faire traditionnel agricole. Et on associe tout ça à la science, dans un secteur qui vient de naître. Le cannabis, c'est tout nouveau, ça vient de naître. Pour l'agriculture du kibbutz, c'est vraiment ça l'étape suivante. Et on espère que ceux qui viendront après nous iront encore plus loin. Pour le moment, le kibbutz ne compte que 200 pieds destinés à la recherche. Pour le local de production, on a fait, comment dire, avec les moyens du bord, en recyclant les vieux bunkers. Ici, on commence la révolution du cannabis, au bunker 11. Avant, ce bunker servait à se mettre à l'abri en cas de guerre. Il est là depuis les années 60. Les gens venaient se mettre à l'abri quand il y avait des combats. Alors voilà, de la guerre à la paix. C'est notre façon de voir les choses. Faites du cannabis, pas la guerre. La loi israélienne interdit les visites de centres de production de cannabis. Sécurité oblige. Les laboratoires, eux, sont plus accessibles. Dans celui de Noam Shehanovsky et son équipe, l'essentiel des travaux se concentre sur les graines de cannabis. Toutes ces graines sont des croisements que nous contrôlons. Et chaque graine a un profil cannabinoïde particulier. Avec ces graines spéciales, ils ont bien l'intention de révolutionner la façon de produire du cannabis et peut-être au passage de devenir riches. Aujourd'hui, les graines ne sont pas génétiquement homogènes. Les graines qui viennent d'une même variété donneront en poussant des plantes d'aspect très différents. Par exemple, l'une sera très grande, l'autre plus petite. Et nous, on développe une graine standard qui révolutionnera la façon de faire pousser du cannabis. Toutes les plantes auront la même taille, le même profil cannabinoïde et le même rendement. La prochaine étape pour les producteurs et les acteurs de ce cannabis medical business sera l'exportation sur le marché international. Pour le moment, le gouvernement israélien ne l'autorise pas. Mais tous attendent avec impatience de pouvoir enfin accéder à ce marché qui pourrait rapporter à l'État plus d'1 milliard d'euros.